Bonjour Monsieur Asto. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Donc voilà, je me présente Monsieur Moncho Asto et je fais une interview pour Decade Lifestyle Magazine. Vous êtes le premier noir à avoir été aux commandes d'un journal de 20 heures et qui plus est sur TF1. Une chaîne plutôt de droite. Et on va commencer par corriger ça. On peut pas dire que TF1 soit une chaîne qui soit politisée. C'est une chaîne privée. C'est pas et il faut le reconnaître très honnêtement, à l'époque où il y avait des demandes d'ouverture à la diversité, on attendait plus que ce soit le public qui fasse cette évolution, et c'est la chaîne privée de France, qui est la chaîne de tous les Français, pas la chaîne des Français de gauche ou de droite, c'est la chaîne de tous les Français, qui a fait ce choix de mettre un journaliste noir sur son rendez-vous, qui est le rendez-vous le plus regardé de la journée. Donc c'était quand même un choix qui était engageant pour cette chaîne, qui était important, et c'est TF1 qui l'a fait en 2006, effectivement. Pourquoi vous n'êtes pas aujourd'hui à la tête d'un journal de 20 heures ou d'un prime? Parce que les Français vous aiment. Ça, ce sont mes choix personnels, ce sont des questions de parcours. Alors moi, quand je faisais le JT, j'ai fait plein de choses passionnantes, puisque j'ai commencé à présenter, assurer la rédaction en chef du magazine que vous avez pu filmer tout à l'heure, qui s'appelle 7 à 8. Et j'ai aussi fait un format documentaire qui est le format immersion. Et à la vérité, moi, depuis que j'ai commencé ce métier de journaliste, je l'ai commencé par du tout info, parce que j'ai travaillé dans la première radio Tout Info, donc avec de l'info 24h/24 de France, qui s'appelle France Info. J'ai travaillé à iTélé, j'ai travaillé à LCI, donc j'ai fait beaucoup de Tout Info. Et petit à petit, j'ai pris du recul par rapport au temps de l'info. C'est-à-dire que j'ai fait le journal de 20h, ensuite du magazine 7 à 8, et enfin du documentaire. Et ça a été mon choix personnel. Ce qui est formidable à TF1, et je le dis avec toute la sincérité possible, c'est que mes choix ont toujours été respectés. C'est-à-dire que le 20h, il y a beaucoup de gens qui ont cru que j'avais été écarté du 20h. Non, c'est moi qui suis allé voir un jour ma directrice de l'info de l'époque, Catherine Nel, pour lui dire « Écoute Catherine, pour plein de raisons, à la fois professionnelles et personnelles, je veux arrêter les remplacements du 20h pour faire autre chose. » Et la chaîne l'acceptait, alors que c'était pas forcément dans son intérêt de le faire. Donc moi je suis très content de la trajectoire que j'ai. C'est une trajectoire que j'ai la chance de pouvoir piloter. Alors on fait pas toujours tout ce qu'on veut, mais en tout cas les grandes orientations de ma vie professionnelle, c'est moi qui en ai décidé. Donc je n'ai aucune frustration, ni aucun sentiment de rancœur par rapport à ce que je suis et ce que je fais aujourd'hui. Ça me convient pleinement. D'accord. Vous êtes aussi le premier noir à avoir eu sa marionnette au Guignol de l'info, en remplacement de PPDA, qui est le pape du journal télévisé et des Guignols. Qu'est-ce que ça fait? Pour moi, c'est une conséquence et c'est presque un épiphénomène. C'est pas ça qui a été important pour moi. Ce que vous avez raison de dire, et ça va sans doute étonner le public américain qui nous regarde, c'est que en France, en 2006, il n'y avait pas eu de journaliste noir sur un rendez-vous comme le journal de 20h. Il y avait eu un journaliste arabe qui s'appelait d'ailleurs Rachid Arabe, qui avait présenté le 13h et qui a fait quelques 20h aussi. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui en 2006 en France a paru comme une forme presque de révolution, en tout cas d'évolution forte de la télé, qui incarnait un petit peu le pays réel et la diversité du pays réel. En 2006. Donc, on n'est pas en avance sur ces questions-là. Et je crois, alors que ce geste-là, il a eu des conséquences, c'est sûr. Il a eu des conséquences d'abord sur le public blanc français, qui, pour certains d'entre eux, avaient peut-être quelques doutes sur ce que pouvait donner, ou sur la capacité d'un noir à présenter un journal de 20 heures, ou ce que pouvait donner un journal présenté par un noir. Et le lendemain de ma première, il y a un grand journal français qui a écrit que le journal avait été présenté dans un français parfait, comme s'il pouvait y avoir un doute sur le fait qu'un noir puisse présenter un journal dans un français normal, j'ai envie de dire. Et donc je crois que cette première-là, au-delà de ce qui avait été fait avant, puisqu'il y avait déjà quelques noirs sur les chaînes Tout Info, Christine Kelly par exemple qui était à LCI, Audrey Pulvar qui avait été au 19-20 de France 3, il y avait déjà eu ce genre de gestes symboliques mais forts. Et le 20h de TF1, comme vous l'avez dit, c'est vraiment la grand-messe du journal télévisé, et c'est vrai que ça a eu un impact important. Et je suis content de l'avoir fait,
Après, je n'ai pas accepté ça pour ça. Moi, j'ai accepté le 20h parce que je suis juste un journaliste. Je présentais des journaux à l'époque. Et le fait qu'on me propose de présenter le journal le plus regardé d'Europe, évidemment, pour moi, c'était à la fois un défi et c'était quelque chose de très excitant. Donc, je l'ai accepté pour des raisons, j'ai envie de dire, personnelles et professionnelles. Mais les conséquences, je les assume vraiment. Et si ça a permis à certains jeunes noirs, à certains jeunes métis, à certains jeunes maghrébins, à certains jeunes asiatiques même, si ça leur a permis de se dire moi j'ai envie de faire ce métier, finalement on peut le faire puisque Roselmack l'a fait, et je vais faire les études pour, je vais me battre pour et j'en suis ravi. D'accord. Moi je voulais vous parler aussi d'un autre sujet, c'est sous la présidence de M. Macron, on parle d'une certaine restriction de la liberté d'expression. Vous en tant que journaliste, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'ai pas franchement ces échos-là. J'ai pas l'impression qu'il y ait une restriction de la liberté d'information. Je pense que globalement, on est dans un pays où les journalistes peuvent faire leur travail. Il faut le signaler parce qu'on n'en a pas forcément conscience. Il faut regarder ce qui se passe malheureusement ailleurs. Alors dire que la presse est totalement libre et totalement indépendante, sans doute pas. Nous appartenons déjà à des groupes financiers. Donc à partir du moment où un média appartient à un groupe financier, on peut présumer qu'il y a certaines choses qui sont plus délicates à traiter que d'autres, mais on n'est pas détenus tous par le même. Donc le voisin, il peut traiter d'actu que nous, on aura peut-être plus de réserve à traiter, et inversement, nous, on va traiter des actus que un média détenu par un autre groupe que le nôtre aura peut-être plus de réserve à traiter. Donc globalement, le paysage de la presse française est un paysage complètement libre. Et je pense que s'il pouvait y avoir des soupçons de réserve dans le traitement de certains sujets, elle serait plus liée à cette appartenance industrielle qu'à la politique. Très honnêtement, moi, j'ai jamais vu un politique empêcher un article de sortir, sauf parce qu'on est dans un pays qui respecte la vie privée, sauf sur ce cas bien précis, où quand ça touche à la vie privée des gens, effectivement, là, il y a déjà une forme de réserve naturelle, c'est-à-dire que nous, naturellement, on ne traite pas la vie privée des personnalités, qu'elles soient politiques ou autres, et quand une presse un peu people vient à traiter certains sujets d'ordre privé, il y a eu des cas où il y a eu des pressions pour que les articles ne sortent pas. Et je crois que c'est vraiment le seul exemple. Et alors, concernant la présidence Macron, je ne sais pas où vous sortez cette information, mais moi, j'ai jamais entendu ça et en tout cas, on le ressent pas du tout dans notre exercice quotidien. D'accord. Je vous ai rencontré il y a quelques mois au Festival de Cannes. D'accord. Et apparemment, vous étiez venu présenter un film qui s'appelle Fracture. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous décidez de faire maintenant? Vous voulez faire du cinéma? Quel est votre cheminement? Vous passez du journaliste, c'est-à-dire vous passez de l'écriture maintenant à la réalisation? Alors ça déjà c'est une question de français, c'est pas une question d'américain. D'accord. Parce que les Américains qui nous regardent, ils ont l'habitude de voir des personnalités faire plusieurs choses. Bien sûr. Je vois pas au nom de quoi on devrait se cantonner à faire la même chose toute sa vie, sans avoir le droit de regarder ailleurs et d'avoir d'autres envies et de pouvoir les mettre en œuvre. Ça, c'est la première partie de la réponse, mais pour moi, ce cheminement-là, il est cohérent, il est logique et il est moi en fait. C'est-à-dire que si je suis devenu journaliste, c'est parce que j'aime rencontrer les gens, j'aime leur raconter des histoires, alors des histoires qui sont tenues strictement par la réalité dans le journalisme, ou des histoires dans lesquelles un côté plus personnel, des idées, des envies plus personnelles, des fantasmes aussi peut-être, et une vision artistique que j'ai nourrie va alimenter, que ce soit ces deux types d'histoires, pour moi, c'est la même famille. D'accord. Moi, j'aime écrire. Ma plume, elle m'a emmené d'abord vers le journalisme, elle m'a emmené à publier un roman il y a quelques années de ça, et aujourd'hui, elle m'a amené à écrire, puis à réaliser un film. Tout ça est très cohérent pour moi, donc aujourd'hui, je fais pas de choix définitif, je sais pas de quoi demain sera fait, mais il est évident que cette expérience-là a été une expérience extrêmement forte, que j'ai envie de rééditer, évidemment, parce qu'en plus, elle m'a permis de rencontrer des gens nouveaux, des gens
super, des gens qui m'ont alimenté et je crois que c'est pour moi ma conception de la vie, c'est de rencontrer les gens. Alors quand je fais une activité qui me permet de rencontrer de nouvelles personnes, qui me permet d'échanger, de me nourrir d'eux, voilà, moi je suis heureux. Donc je vais continuer à essayer d'être heureux. Ça passera, je l'espère, par de la fiction, par des films, des séries. Et ça passera aussi peut-être encore par des expériences de journalisme, parce que je crois que l'un et l'autre sont compatibles. Alors, ça veut dire que demain, ça peut être l'acting. Vous voulez jouer en tant qu'acteur? Parce que, Non, ça par contre, non, ça fait pas partie de mon champ. Mon champ, c'est vraiment celui de l'écriture et de raconter des histoires. L'acteur, il raconte des histoires, mais il est au service d'un texte, il est au service d'une vision qui n'est pas la sienne. Sauf si c'est à l'acteur qui réalise lui-même. Moi, mon envie, c'est de partager des visions, partager ma vision de tel ou tel sujet, dans tel ou tel espace-temps, sans me mettre de limites, sans me mettre de barrières. Et la seule façon de pouvoir faire ça, c'est effectivement de mettre en scène des histoires qui sont imaginées, qui sont inventées, qui sont écrites, et qui sont nourries de plein de choses qui sont pas forcément tenues par la réalité de façon stricte. Parce que moi, effectivement, ma façon de faire du journalisme, je suis pas un journaliste d'opinion. Donc il y a des journalistes qui font des éditos, qui disent ce qu'ils pensent, qui défendent des idées, Moi, c'est pas le type de journalisme que j'ai choisi de faire. Moi, je fais un journalisme de description, d'analyse, de contextualisation, de rencontre, d'explication, mais dans lequel je mets assez peu de moi-même. Même si dans le format documentaire que j'ai fait sur TF1, c'était un peu particulier parce que j'étais vraiment au contact des gens pendant plusieurs semaines et forcément il y a des choses qui passent et il y a des choses qu'on échange au-delà du simple fait de poser des questions et d'y répondre. D'accord. Après, pour moi le journalisme, c'est ça, c'est très éloigné de ce que en tout cas très étanche par rapport à mes envies, à mes idées propres, etc. Je considère que le public, il n'a pas à subir mes idées quand je présente un journal. Moi, je lui donne des infos, il faut qu'il y croie, il faut qu'il les juge crédibles, il faut qu'il les juge neutres. Après, dans le reste, là, je me déverse. Et voilà, lâchez. Vous venez des îles, c'est ça? Oui, je viens de la Martinique. Voilà. Vous avez entendu, en ce moment, il y a des polémiques par rapport au chlordécone et par rapport aux algues qui sont en train de dévaster les plages. Apparemment, ça date d'il y a longtemps, on en parle aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous en avez eu écho? Bien sûr, on en a eu écho. Alors le chlordécone, c'est vrai que c'est un vieux problème qui a un problème d'ordre politique, puisque le chlordécone a été interdit aux États-Unis en 1974 et il n'a été interdit en France qu'à la fin des années 90. Donc il y a effectivement un vrai problème de santé publique lié à ce produit. Moi, c'est des choses qui sont difficiles parce qu'il y a des lobbies très puissants, mais je suis quelqu'un qui fait confiance à la justice et à la presse de son pays. Quand on parlait tout à l'heure de la liberté de la presse elle est aussi là pour ça. Et elle est là pour pointer du doigt, pour aiguillonner, pour dire « Hé, les gars, il se passe ça et ça, c'est pas normal. » Et une fois qu'on nous dit ça et qu'on en fait le constat, la justice prend le relais. Et moi, je fais confiance à la justice de mon pays pour faire toute la lumière sur ce dossier et aussi aux autorités sanitaires pour en mesurer toutes les conséquences, parce qu'aujourd'hui on ne les mesure pas encore. On parle d'une augmentation, en tout cas d'une prévalence, d'une fréquence du nombre de cancers supérieurs aux Antilles par rapport à la métropole en relation avec cette question de la chlordécone. Il faut que tout soit tiré au clair, que soit établi et qu'on en tire toutes les conséquences, y compris les gens qui ont fauté et qui ont fait que ce produit continue à être utilisé en dépit de sa dangerosité. La France est championne du monde. Aujourd'hui, il y a polémique parce qu'ils disent que c'est les Africains qui sont champions du monde et tout ça. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une polémique qui est évidemment ridicule, mais qui est un signe des temps parce que et ce que raconte mon film Fracture, c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un pays où l'identité nationale fait de moins en moins sens pour l'ensemble de la société, où on est de plus en plus sur des identités secondaires, identités religieuses, identités de quartier, identités de couleur de peau aussi. Et donc ce débat qui n'a pas lieu qu'en France, puisqu'aux États-Unis aussi, il y a une polémique liée à un animateur célèbre américain qui a dit que les Africains avaient gagné la Coupe du Monde. Alors moi je veux dire aux Américains qui nous regardent que
Parce qu'on a une image, nous, on a trop longtemps donné une image du Français comme étant un blanc avec une baguette de pain sous le bras. Avec son béret. Avec son béret. La France, c'est pas ça. La France, c'est des blancs, c'est des noirs, c'est des beurs. Et cette équipe de France, elle le prouve. Et elle prouve quoi? Elle prouve que cette diversité-là, elle gagne. C'est ça. Donc il faut se mettre dans la tête. Alors nous, les Français, je crois que c'est de plus en plus le cas, mais aussi les Américains, qu'il y a des Français noirs, j'en suis un, il y a des Français blancs, J'en suis un aussi. voilà, il y a des Français asiatiques, il y a des Français maghrébins, et que tous ces gens-là, bah, leur but c'est de vivre ensemble, même si c'est pas toujours facile. Dernière question, les tests d'ADN. Actuellement, c'est très à la mode. Les gens font beaucoup de tests d'ADN pour savoir d'où ils viennent, quelles sont leurs origines. Vous pensez faire ce genre de test pour savoir si vous avez des ancêtres africains ou gaulois? Alors je sais que c'est une tendance, une technique qui vient des États-Unis, puisqu'il y a beaucoup d'Afro-Américains qui ont fait cette démarche pour savoir de quel pays d'Afrique ils venaient. Je l'ai pas encore fait. J'ai fait une première étape qui est une étape j'allais dire d'étymologie. Généalogique. Voilà. J'ai fait une première étape qui est une étape de généalogie, et je sais aujourd'hui quel est le premier Roselmack, le premier homme, c'était un homme en l'occurrence, qui a porté ce nom Roselmack à la Martinique. C'était au début du 19e siècle, c'était en 1802, me semble-t-il. Et j'ai toute la généalogie depuis ce premier Roselmack. Après, c'est très difficile effectivement de remonter avant par l'administration, par la généalogie, tout n'était pas noté. Et puis les esclaves qui débarquaient à la Martinique, on ne savait pas forcément de quel pays ils venaient, et c'est vrai que la seule solution pour le savoir, c'est de faire ce test ADN. C'est pas exclu. Je l'ai pas encore fait, mais peut-être qu'un jour je le ferai. Merci beaucoup, Monsieur Roselmack. Merci. C'était un plaisir. Merci à très beaucoup. vite. Feel like I could fly when you and I are together. We turn it up wide open.